Chicago 2011. Une nuit si froide, la pluie se sentait comme des aiguilles sur la peau. Derrière l'Estella, le plus cher restaurant italien sur la Gold Coast, une fille de 12 ans était en train de fouiller à travers les ordures. Ses vêtements si minces, vous pouviez compter ses côtes à travers eux. Quand le chef l'a attrapé, il n'a pas appelé les flics. Il a attrapé un balai et l'a balancé à sa tête, criant « Sors, petite peste ». Elle n'a pas pleuré, n'a pas supplié, juste ramassé un morceau de pain qui était tombé dans une flaque sale et l'a fourré dans son sac en plastique. C'est à ce moment-là que Callum Ashford est sorti des ombres, ses mains sentant encore la poudre à canon d'un travail qu'il venait de terminer. Une cicatrice fraîche courant de sa tempe à son pommette et des yeux si gris, il ressemblait à l'hiver lui-même. Il avait 22 ans, déjà l'homme le plus craint de la pègre de Chicago, celui qu'ils appelaient le faucheur. Il lui a acheté 2 dîners de steak du restaurant, mais elle ne voulait pas manger. Elle a dit que la nourriture était pour sa grand-mère malade. Elle survivrait avec le pain. Quelque chose en lui s'est brisé, quelque chose qu'il ne savait pas existait encore. Il a sorti 500 $, 10 fois ce dont elle avait besoin pour une charrette pour ramasser la ferraille. Mais elle a repoussé sa main et a dit « Je ne prends pas la charité ». Pour la première fois depuis des années, Callum Ashford a ri. Alors considérez-le comme un investissement. Il a dit « Vous êtes ma partenaire d'affaires maintenant et un jour vous me rembourserez avec de très hauts intérêts. » Elle a pris l'argent, puis a retiré un bracelet tressé de vieilles cordes, la seule chose qu'il lui restait de sa mère morte, et l'a pressé dans sa paume cicatrisée. « Collatéral », a-t-elle dit, « jusqu'à ce que je paye ma dette. » Il ne savait pas que ses parents avaient été assassinés par son plus grand ennemi. Il ne savait pas qu'elle les avait regardés mourir à travers une porte de placard quand elle avait 6 ans. Il ne savait pas que 15 ans plus tard, elle reviendrait en tant que PDG milliardaire. Pas seulement pour rembourser 500 $, mais pour sauver son empire, venger sa famille et devenir la seule femme qui ferait battre à nouveau le cœur gelé du faucheur. Son nom était Mia Lawson. Et ceci est l'histoire de comment une dette entre un tueur et une enfant affamée s'est transformée en l'amour le plus dangereux que Chicago ait jamais vu. Si vous appréciez cette histoire, écrasez ce bouton « J'aime » pour que plus de gens puissent la trouver. Partagez-la avec quelqu'un qui aime une bonne histoire de rédemption. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer ce qui se passera ensuite. Parce que croyez-moi, ce que Mia fait quand elle rencontre enfin Raymond Cross, l'homme qui a assassiné ses parents, c'est là que le vrai sang commence à couler. Cette même semaine, Callum Ashford était assis dans le bureau assombri au dernier étage de la tour Ashford, regardant la ville de Chicago à travers la fumée de cigares flottantes. La guerre avec Raymond Cross s'intensifiait de jour en jour. Le syndicat Cross venait de saisir 2 routes maritimes du Sud, avait tué 4 des hommes de Callum en une seule semaine et s'enfonçait lentement dans le territoire portuaire que la famille Ashford contrôlait depuis 30 ans. Callum avait besoin de gens, pas de mercenaires qui ne savaient que tirer sur une gâchette, mais d'hommes prêts à mourir pour lui. Des hommes qui n'avaient plus rien à perdre et donc plus rien à craindre. Cette nuit-là, Harrison Webb, l'avocat de la famille, a posé un mince dossier de l'orphelinat Saint-Augustin en périphérie de la ville sur le bureau. 2 frères, a dit Harrison, Derek Shaw, 18 ans, et Travis Shaw, 16 ans. Leur père travaillait pour Cross et a été exécuté par Cross pour avoir détourné de l'argent. Ils le haïssent jusqu'à l'os. Callum a feuilleté les pages, étudiant les yeux des garçons sur les photographies. Derek portait le regard froid de quelqu'un qui avait trop vu, tandis que Travis avait l'air plus jeune, plus doux, mais tenait quelque chose sous la surface qui semblait attendre de se réveiller. « Savent-ils ce que leur père a fait ?» a demandé Callum. « Ils le savent et ils veulent se venger. » C'était tout ce que Callum avait besoin d'entendre. Il ne croyait pas en la loyauté achetée avec de l'argent. Mais il croyait en la haine. La haine ne s'est jamais estompée. 2 jours plus tard, Callum est arrivé à Saint-Augustin en fin d'après-midi
quand la dernière lumière d'automne baignait les vieux murs de briques rouges de l'orphelinat d'or. Derrick et Travis avaient été prévenus à l'avance et attendaient dans le salon d'accueil dans les vêtements les plus propres que l'endroit pouvait offrir. Quand Callum est entré, Derrick s'est immédiatement mis à genoux, la tête baissée. « Monsieur Ashford », a-t-il dit d'une voix régulière et rocailleuse. « Mon père avait l'habitude de parler de vous. Vous êtes le seul homme que Cross ait jamais craint. Donnez-moi la chance de vous servir, et je mettrai sa tête à vos pieds. » Travis a suivi plus lentement, plus maladroitement. « Moi aussi, » a-t-il murmuré. « Nous n'avons rien sauf la haine. S'il vous plaît, donnez-nous un endroit où la placer. » Callum les a étudiés pendant un long moment. Il a vu une ambition brûlante dans le regard de Derrick. La faim de se prouver. Même un feu qui engloutirait le monde s'il le pouvait. Ce genre de choses était dangereux. Il savait. Mais le danger pouvait être utile si vous saviez comment le gérer. « Levez-vous », a dit Callum froidement. « Dans mon monde, vous ne vous agenouillez que devant les morts. Vous n'êtes pas encore mort, et moi non plus. » Les frères se sont levés, les yeux flamboyants. « À partir d'aujourd'hui, vous appartenez au syndicat Ashford. Vous serez entraînés, nourris, logés. En retour, vous m'appartenez. Votre sang est mon sang, et si vous me trahissez. » Callum n'a pas terminé la phrase. Il a simplement sorti un Beretta de sa veste et l'a posé sur le bureau, le métal cliquetant doucement dans la pièce silencieuse. Derrick n'a pas cligné des yeux. « Nous ne vous trahirons pas. Cross a tué notre père. Nous ne vivons que pour le voir mourir. » Callum a hoché la tête et a glissé le pistolet. Il ne croyait pas aux promesses, mais il croyait dans l'utilité des outils, et les frères Shaw seraient des instruments parfaits pour la guerre à venir. En sortant de l'orphelinat, Callum est passé devant les quartiers d'habitation des enfants plus jeunes. Il s'est arrêté une seconde quand il a aperçu une petite fille maigre, assise seule dans un coin de la cour, regardant vers le portail avec des yeux bien trop vieux pour son âge. Elle lui semblait familière, mais il ne pouvait pas se souvenir d'où. Il a secoué la tête et a continué à marcher. Il ne savait pas qu'elle était Maya Lawson, la fille qu'il avait rencontrée dans une ruelle sombre 3 nuits plus tôt. Elle avait utilisé l'argent qu'il lui avait donné pour acheter une charrette et des médicaments pour sa grand-mère, puis était retournée à l'orphelinat pour dormir parce qu'elle n'avait nulle part ailleurs où aller. Elle a regardé Callum partir avec 2 étrangers sans jalousie ni ressentiment. Elle a seulement pensé « Je vais prendre soin de moi, je n'ai besoin de personne. » 15 ans plus tard, Callum se rendrait compte qu'il avait choisi les mauvaises personnes cette nuit-là. Ceux qui avaient juré de mourir pour lui étaient ceux qui lui enfonceraient des couteaux dans le dos, tandis que la fille qui ne demandait rien et ne promettait rien serait la seule qui reviendrait pour le sauver quand le monde entier se détournerait. Au jour d'aujourd'hui, la tour Ashford s'élevait toujours au-dessus du cœur de Chicago comme un monument au pouvoir. Pourtant, derrière ces murs de verre, tout commençait à s'effondrer. Callum Ashford est entré dans le hall principal à 8 heures le lundi matin, comme il le faisait chaque jour, portant un costume 3 pièces noires, les cheveux soigneusement lissés en arrière, la cicatrice sur son visage estompée par le temps, bien que ses yeux gris fussent aussi froids qu'il l'avait été 15 ans plus tôt. Il avait 37 ans maintenant. N'était plus le jeune homme au sang chaud qui autrefois traitait les ennemis de ses propres mains dans les ruelles sombres. Maintenant, il régnait sur un empire depuis les salles de conférence au 40e étage, à travers des sociétés écrans légitimes et un réseau d'influence étendu à travers la ville. Derrick Shaw était son sous-patron, supervisant toutes les opérations de terrain. Travis Shaw contrôlait les finances, des flux d'argent circulant à travers des dizaines de comptes dans 6 pays. Pendant 15 ans, Callum avait transformé 2 orphelins emplis de haine en ses armes les plus efficaces. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Le rugissement d'en bas l'a fait s'arrêter net au moment où il est sorti de l'ascenseur. À travers la balustrade en verre, il a regardé dans le hall et a vu plus de 200 travailleurs de l'usine de transformation alimentaire de la banlieue affluer à l'intérieur, criant, brisant,
brandissant des pancartes grossièrement écrites. 3 mois sans salaire. Un homme a crié, le visage rougi de rage. Essayez-vous d'affamer nos familles? Callum n'a pas changé d'expression. Il s'est tourné vers Theo Beckett, le conseiller loyal qui avait servi la famille depuis que son père était encore en vie. Que se passe-t-il? Theo a secoué la tête, la tension gravée sur ses traits. Je ne sais pas, patron. Les salaires ont été transférés à temps selon le système, du moins sur le papier. Appelez Derek et Travis ici maintenant. En attendant, Callum est resté immobile, observant la foule en bas. Ces gens n'étaient pas des ennemis. C'étaient des travailleurs d'une usine appartenant à Ashford Holdings, l'une des nombreuses façades légitimes masquant les revenus réels de l'Empire. Ils avaient des familles, des enfants, des parents vieillissants à prendre en charge, et ils n'avaient pas été payés depuis 3 mois. Derrick est entré le premier dans un coûteux costume gris, une forte eau de Cologne s'accrochant à lui, un sourire confiant comme si rien n'allait mal. Travis a suivi, le visage légèrement pâle, les yeux évitant ceux de Callum. « Patron », Derek a hoché la tête. « Je m'en occupe. Juste un petit malentendu. 50 millions de dollars en salaire pour 3 mois est un petit malentendu », a demandé Callum, sa voix non pas élevée, pourtant si froide. La pièce semblait gelée. « Où est l'argent? » Derek a haussé les épaules. Les comptes de l'entreprise ont rencontré des problèmes techniques. Travis est en train de vérifier. Callum a déplacé son regard vers Travis. Le plus jeune homme a dégluti, tirant sur son col sans s'en rendre compte. « Oui, patron, problème technique. Je vais le réparer dans quelques jours. » Callum n'a rien dit. Il les a simplement regardés, et le silence pesait plus lourd que n'importe quelle menace. 20 minutes plus tard, la foule a été calmée par des promesses qu'il serait payé dans 3 jours. Callum s'est tenu devant eux sans microphone ni garde du corps, seul. Sa voix assez stable pour captiver tout le hall. « Moi, Callum Ashford, je me tiens devant vous aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui est arrivé à vos salaires, mais je vous promets que dans 3 jours, vous recevrez chaque dollar. Si je ne tiens pas ma parole, vous pouvez venir ici et prendre ma tête. » La foule s'est dispersée, mais quand les dernières portes se sont fermées, Callum s'est tourné vers Harrison Webb, l'avocat attendant déjà avec un ordinateur portable ouvert dans ses mains. « L'avez-vous trouvé? » Harrison a hoché la tête, son visage vidé de couleur. 50 millions de dollars ont été retirés du système via 15 comptes offshore au cours des 6 dernières semaines. La piste a été effacée très professionnellement, mais pas assez professionnellement. Qui? Harrison a hésité une seconde. Les ordres de virement ont été signés par Travis Shaw. Les approbations venaient de Derek Shaw. Callum est resté parfaitement immobile. Aucun changement d'expression, aucune explosion, aucun meuble brisé. Il a seulement regardé par la fenêtre la ville qu'il avait dirigée pendant 17 ans. 15 ans. Il leur avait tout donné, et c'est ainsi qu'il le remboursait. Harrison a fermé la porte du bureau, a vérifié le couloir pour s'assurer que personne ne se tenait dehors, puis s'est retourné vers Callum avec l'ordinateur portable dans ses mains. La pièce a plongé dans l'obscurité, éclairée seulement par la lueur bleue froide de l'écran, se reflétant sur les visages des 2 hommes. « J'ai besoin que vous regardiez ceci », a dit Harrison, sa voix basse comme si les murs eux-mêmes pouvaient être écoutés. « J'ai tracé le flux d'argent pendant 3 heures. Ce n'est pas seulement 50 millions, patron. C'est comment ils l'ont fait. » Callum s'est assis, ses yeux ne quittant jamais l'écran. Harrison a commencé à le guider à travers chaque transaction, chaque chiffre, chaque nom. L'argent était passé du compte principal d'Ashford Holdings à une société écran dans le Delaware. De là à une banque aux îles Caïmans, puis divisé en 15 virements acheminés vers la Suisse, Singapour et le Panama. Chaque étape avait été exécutée avec soin, chaque trace nettoyée. Mais Harrison Webb n'était pas un avocat ordinaire. Il avait travaillé pour la pègre assez longtemps pour savoir lire ce que d'autres essayaient d'enterrer. La société écran dans le Delaware, Harrison a pointé l'écran, a été enregistrée il y a 4 mois.
Le propriétaire déclaré est un sans-abri à Detroit qui a presque certainement été payé quelques centaines pour signer des papiers qu'il ne comprenait pas. Mais l'email de contact au dossier appartient à un compte personnel. J'ai retracé le propriétaire. Qui? A demandé Callum. Travis Shaw. Callum n'a rien dit. Harrison a continué. Il y a plus. Chaque ordre de virement nécessitait 2 signatures électroniques selon les règles internes que vous avez vous-même créées. La première était Travis en tant que chef des finances. La seconde était Derek en tant que sous-patron avec l'autorité d'approuver tout ce qui dépasse 10 millions. Il n'aurait pas pu faire ça seul, a dit Callum lentement, sa voix dépouillée d'émotion. Ils ne sont pas assez intelligents pour construire un système de blanchiment aussi complexe en 4 mois. Harrison a hoché la tête. C'était aussi ma pensée, alors j'ai creusé plus profondément. La Société du Delaware est un partenaire stratégique, une société de conseil financier appelée Meridian Partners. Meridian Partners est détenue par un groupe parent dont le siège est à Chicago. Non? A demandé Callum. Cross Financial Group, une filiale du syndicat Cross. L'air dans la pièce s'est épaissi jusqu'à ce qu'il semble pouvoir être coupé avec une lame. Callum s'est levé et a marché jusqu'à la fenêtre. Regardant la ville avec les yeux d'un homme, regardant le monde qu'il avait construit brûler de l'intérieur. Raymond Cross, l'ennemi qu'il avait combattu pendant 20 ans, l'homme qui avait tué son père, l'homme qui avait essayé de l'assassiner pas moins de 5 fois, était maintenant assis à l'intérieur de sa propre maison, portant les visages des 2 garçons qu'il avait autrefois tirés d'un orphelinat. « Autre chose? » a demandé Callum, son calme plus effrayant que la rage. Harrison a hésité. « Oui, mais vous n'allez pas aimer ça. »« Dites-le. » Theo Beckett a eu un accident de voiture la nuit dernière sur Lakeshore Drive. Son véhicule a été poussé dans la barrière par un SUV noir à 70 km/h. Il est dans le coma à Northwestern Memorial. Les médecins disent qu'il pourrait ne pas s'en sortir. Callum a fermé les yeux. Theo Beckett, l'homme qui lui avait appris à tirer quand il avait 13 ans. L'homme qui s'était tenu à ses côtés aux funérailles de son père. L'homme qui est resté loyal à la famille Ashford quand tous les autres ont fui. « Qui conduisait le SUV? » a demandé Callum. « Nous n'avons pas pu les trouver. Fausses plaques, les caméras de circulation ont été désactivées exactement 30 secondes avant l'accident. » Harrison a fait une pause puis a ajouté lourdement. « Seul quelqu'un à l'intérieur saurait quel itinéraire Theo prenait chaque nuit. Seul quelqu'un à l'intérieur aurait accès à notre système de caméra. » Callum a ouvert les yeux et a regardé Harrison avec un regard que l'avocat avait vu de nombreuses fois en 17 ans de service à cette famille. Le regard d'un homme sur le point de tuer. « Appelez Derek et Travis ici. Dites-leur que je veux discuter du problème financier. Ne leur faites rien savoir d'autre. »« Patron, qu'est-ce que vous comptez faire? » a demandé Harrison. Callum n'a pas répondu. Il a marché jusqu'à l'armoire à liqueurs, a ouvert le compartiment caché derrière elle et a retiré le Beretta qu'il n'avait pas utilisé depuis 5 ans. Il a vérifié le chargeur et chambré une cartouche, puis a posé le pistolet sur le bureau, le son métallique froid résonnant dans la pièce silencieuse. Derek et Travis sont entrés dans le bureau 20 minutes plus tard, tous deux en costume noir comme s'ils se rendaient à un gala plutôt que de répondre à une convocation. Derek est entré le premier, ce sourire confiant toujours sur ses lèvres, tandis que Travis a suivi avec une expression plus difficile à lire, ses yeux jetant un bref coup d'œil au pistolet sur le bureau avant de glisser à nouveau. Callum était assis derrière son bureau et ne s'est pas levé pour les saluer comme il le faisait habituellement. Il a simplement regardé les 2 hommes qu'il avait élevés pendant 15 ans avec le regard de quelqu'un qui regarde des raies juste découverts à l'intérieur de sa maison. « Fermez la porte », a dit Callum. Travis l'a fait et le clic a résonné dans ce silence. 50 millions de dollars, Callum a commencé, sa voix calme comme s'il lisait un bulletin météo. Une société écran dans le Delaware, 15 comptes offshore, Cross Financial Group.
Derek n'a pas changé d'expression. Il a même laissé échapper un léger rire comme s'il venait d'entendre quelque chose d'amusant. Grand frère, a-t-il dit, gardant ce vernis de respect pratiqué qu'il avait perfectionné pendant 15 ans. Vous avez été plus rapide que je ne le pensais. J'aurais parié que vous auriez eu besoin de 2 semaines de plus pour le comprendre. Alors, vous l'admettez. Admettre quoi? Derek a haussé les épaules et a marché vers l'armoire à liqueur de Callum comme s'il possédait l'endroit. Il s'est versé un verre de whisky, a pris une gorgée, puis s'est retourné pour faire face à Callum. Nous ne prenons que ce que nous méritons. 15 ans, grand frère. 15 ans, nous avons fait tout le sale boulot pour vous. Tuer, blanchir de l'argent, déplacer des produits, éliminer des trafiquants. Et qu'est-ce que vous nous avez donné? Des salaires, des maisons, des voitures. C'était notre travail, pas votre charité. Callum s'est levé lentement, sa main dérivant vers le Beretta. Non. Travis a parlé pour la première fois, sa voix tremblant juste légèrement, mais toujours claire. Regardez par la fenêtre. Callum s'est arrêté et a tourné son regard vers l'extérieur. Dans le hall en bas, au moins 2 douzaines d'hommes vêtus de noir étaient éparpillés sur le sol, tous portant des armes dissimulées sous leurs manteaux. Il a reconnu plusieurs visages, des hommes qui avaient autrefois été ses soldats, des hommes en qui il avait eu confiance. La moitié de votre équipe de sécurité nous appartient depuis 6 mois, a dit Derek avec une satisfaction épaisse dans son ton. Qui pensez-vous les a payés? Vous ne me faites pas rire. Cross paye le triple de ce que vous faites. Raymond Cross, a dit Callum, le nom comme s'il crachait quelque chose d'acide de sa bouche. Vous vous êtes vendu à l'homme qui a tué votre père. Derek a éclaté de rire, le son rebondissant sur les murs. Notre père, l'ivrogne qui nous battait toutes les nuits. Cross nous a fait une faveur quand il l'a mis à terre. Et il nous a promis ce que vous ne feriez jamais. Chicago. Toute Chicago. Vous pensez que Cross tiendra parole? Nous n'avons pas besoin qu'il le fasse. Nous avons seulement besoin qu'il nous aide à vous éliminer. Après cela, qui sait ce qui se passe? Derek a posé le verre de whisky et s'est rapproché de Callum. Remettez-nous l'Empire. Signez les papiers de transfert pour Ashford Holdings. Ensuite, vous pourrez prendre votre retraite, prendre soin de votre mère âgée, passer vos derniers jours en paix. Et si je ne le fais pas? Alors votre mère n'aura jamais sa chirurgie. Cancer du pancréas de stade 4 terminal, n'est-ce pas? 5 millions de dollars. Aucun médecin de Chicago ne la touchera si Cross donne l'ordre. Et avec l'argent que vous devez aux travailleurs, avec Theo Beckett allongé dans un lit d'hôpital, avec la moitié de votre armée déjà retournée, Derek a incliné la tête, ce sourire vicieux se répandant sur son visage. Que vous reste-t-il, Callum? Qu'avez-vous? Le silence a empli la pièce. Callum a regardé les 2 hommes qu'il avait tirés d'un orphelinat, à qui il avait tout donné, en qui il avait confiance comme des frères. Puis il a regardé les hommes armés dans le hall, ceux qui lui avaient autrefois juré fidélité et qui tenaient maintenant des armes pour quelqu'un d'autre. Il n'avait pas assez de gens, il n'avait pas assez de temps, il n'avait pas assez de choix. « Sortez », a dit Callum, sa voix épaisse et basse, « avant que je ne change d'avis. » Derek a ri, a tapé Travis sur l'épaule et les 2 se sont dirigés vers la porte. Avant de partir, Derek s'est retourné une fois de plus. « Oh, une dernière chose. Nous avons dit aux travailleurs que c'était vous qui aviez volé leur salaire. Demain, ils viendront ici chercher du sang. Profitez-en, grand frère. » La porte s'est refermée derrière eux. Callum est resté seul dans la pièce assombrie, sa main serrée contre le bord du bureau jusqu'à ce que ses jointures deviennent blanches. 17 ans de construction, partis en une seule nuit. Le lendemain matin, la foule de travailleurs est revenue 3 fois plus nombreuse qu'avant. Ils ne faisaient plus seulement crier. Ils portaient des briques et des gourdins et la fureur des gens qui croyaient d'avoir été trahis. Derek avait bien fait son travail. Des rumeurs ont couru dans le Southside que Callum Ashford, le patron, surnommé le faucheur, avait empoché leur salaire pour acheter un nouveau manoir sur la Gold Coast.
Harrison a appelé à 6 heures du matin, sa voix tendue par la tension. « Patron, vous ne pouvez pas sortir là-bas. Ils veulent votre sang. » « Je leur ai promis 3 jours. Aujourd'hui est le 3e jour. Vous n'avez pas l'argent pour les payer. 50 millions ont été déplacés. Les comptes de l'entreprise sont gelés sous examen interne et Cross bloque toutes les lignes de crédit que nous avons en ville. » « Je sais. » « Alors qu'allez-vous faire? » Callum n'a pas répondu. Il a posé le téléphone, a mis son costume noir et est sorti de l'appartement terrasse au 60e étage de la tour Ashford. Il est descendu au hall seul. Pas de garde du corps, pas d'armes, seulement les mains vides et une promesse qui devait être tenue. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes, le rugissement s'est écrasé sur lui comme une vague de fond. Des centaines de personnes remplissaient le hall, les visages rougis, les mains levées avec des pancartes grossières. Une brique a volé et a failli lui couper la tête. Il n'a pas tressailli ni reculé. Il est simplement resté là en silence jusqu'à ce que la foule le remarque et le bruit a lentement diminué. « Vous êtes venu ici pour vos salaires, » a dit Callum, sa voix portant à travers le vaste espace sans amplification. « Vous croyez que je les ai volés. Je ne vous blâme pas. Si j'étais à votre place, je penserais la même chose. » Un homme d'âge moyen a surgi en avant. « Comment osez-vous rester là? 3 mois. Ma femme est malade et nous n'avons pas d'argent pour les médicaments. Mes enfants ont faim et il n'y a rien à manger. »« Je sais, » a dit Callum en hochant la tête. « Et je paierai, non pas parce que je vous aime. Ne me méprenez pas. Je suis un homme d'affaires, pas un travailleur caritatif. » Il a fait une pause, balayant son regard sur la mer de visage. « Je paye parce que j'ai donné ma parole. Il y a 3 jours, je me suis tenu ici et j'ai dit que si je ne la tenais pas, vous pouviez prendre ma tête. Je ne plaisantais pas. » Il s'est tourné vers Harrison, qui venait de descendre dans un autre ascenseur. « Appelez Christie's et CBS. Vendez le domaine de Lake Forest. Vendez les voitures dans le garage. Vendez la collection d'armes anciennes. Vendez cet appartement terrasse si vous le devez. Vendez tout ce qui m'appartient personnellement. Ne touchez pas aux actifs de l'entreprise. » Harrison l'a fixé. « Patron, c'est plus de 20 millions de dollars dans vos avoirs privés. Je sais exactement ce que mes actifs valent. » Callum s'est retourné vers la foule. « Dans les 48 heures, vous recevrez chaque dollar, non pas parce que je suis gentil, mais parce que dans ce monde, un homme ne vaut que sa parole. Perdez de l'argent et vous pouvez le regagner. Perdez votre honneur et vous perdez tout. » La foule est tombée silencieuse. Personne ne savait comment réagir. Ils étaient venus pour le sang et ont à la place reçu un vœu d'un homme qui démantelait tout ce qu'il possédait pour le tenir. Un homme plus âgé s'est avancé. Quelqu'un que Callum reconnaissait comme William, le contremaître de l'usine qui avait travaillé pour Ashford Holdings pendant 20 ans. « Je vous crois, » a dit William simplement. « J'ai travaillé pour vous assez longtemps pour savoir que vous n'êtes pas un menteur. » Un par un, la foule a commencé à se disperser. Non pas parce qu'ils l'avaient pardonné, mais parce qu'ils n'avaient plus de raison de rester. Quand le hall s'est finalement vidé, Harrison s'est rapproché de Callum et a baissé la voix. « Si nous liquidons tous vos actifs personnels, vous aurez environ 25 millions, assez pour couvrir les salaires. Mais la chirurgie de l'Eleanor nécessite 5 millions, et il ne vous restera rien. » Callum a regardé à travers les portes vitrées, la lumière du soleil de Chicago se répandant sur les rues qu'il dirigeait autrefois. « Une promesse est une promesse, » a-t-il dit, « même si cela me coûte tout ce que j'ai. » 2 jours après avoir liquidé tout ce qu'il possédait, Callum était assis dans son bureau maintenant dépouillé. Le bureau en chêne avait été emporté, l'armoire à liqueur mise à nu, ne laissant qu'une chaise pliante et une table en plastique que quelqu'un avait oubliée. Harrison avait effectué les transferts et 243 travailleurs avaient reçu leur salaire complet sur leur compte ce matin-là. Callum avait tenu sa promesse, mais le prix était tout ce qu'il possédait. Pas de maison, pas de voiture, pas d'économie. L'appartement terrasse appartenait maintenant à un milliardaire de la technologie de la Silicon Valley.
La collection d'armes anciennes avait été vendue à un collectionneur à Dubaï. Seulement 8 millions de dollars restaient sur son compte personnel. Pas assez pour diriger un empire. Pas assez pour payer la chirurgie de sa mère. Et certainement pas assez pour combattre Cross. Harrison a frappé à 16 heures. Patron, quelqu'un veut vous voir. Je ne vois personne. Elle a dit que vous le ferez. Elle a mentionné une vieille dette, 15 ans. Callum a levé la tête. 15 ans. Peu de gens savaient ce qui s'était passé il y a si longtemps. Faites-la entrer. La porte s'est ouverte et Callum a vu une femme entrer. Elle était grande, de longs cheveux noirs soigneusement épinglés à la nuque, portant un costume noir parfaitement taillé qu'il devinait coûter au moins 20 000 dollars. Ses traits étaient acérés, ses yeux bruns foncés profonds, comme s'ils cachaient un océan de secrets. Et la façon dont elle marchait droite et sans hâte parlait de quelqu'un habitué au pouvoir. Elle était belle d'une manière froide et dangereuse, comme une lame affûtée à la perfection. Callum ne l'a pas reconnue. Pourtant, quelque chose dans ce regard lui semblait familier. La façon dont elle a rencontré ses yeux sans cligner, ni détourner le regard, ni montrer de peur. « Monsieur Ashford », a-t-elle dit, sa voix basse et régulière, sans tremblement. « Je suis venu rembourser une dette. » Elle a marché jusqu'à la table en plastique et a posé un petit objet. Callum a regardé et son cœur a fait un bond. Un bracelet en corde tressé, estompé par le temps, mais instantanément reconnaissable. Il en avait porté un similaire dans sa veste pendant 15 ans. « Vous, Mia Lawson », a-t-elle dit, ou maintenant Mia Sterling, directrice générale de Sterling Tech Industries. Callum l'a fixé, puis le bracelet, puis de nouveau elle, la fille mince fouillant dans une ruelle sombre cette nuit-là. La fille qui a refusé la charité et lui a remis le bracelet de sa mère comme garantie. La fille était devenue la femme puissante se tenant devant lui. Sterling Tech, a dit Callum lentement. Comme la troisième plus grande entreprise de cybersécurité sur la côte ouest, évaluée à 2 milliards de dollars l'année dernière. 2,4 milliards après le dernier cycle de financement, a corrigé Mia, son ton inchangé. Je ne suis pas ici pour raconter des contes de fées, Monsieur Ashford. Je suis ici pour les affaires. Elle a sorti une clé USB de sa poche et l'a placée à côté du bracelet qui contient la preuve complète que Derrick et Travis Shaw ont siphonné 50 millions de dollars d'Ashford Holdings, nom de banque, numéro de compte, date et heure de transaction et surtout des appels téléphoniques enregistrés entre Derek Shaw et Raymond Cross au cours des 6 derniers mois. Callum n'a pas touché la clé. Comment avez-vous obtenu cela? Je dirige une entreprise de cybersécurité. Mon travail est de savoir ce que les autres veulent cacher. Pourquoi me le donner? Mia a légèrement incliné la tête comme si elle pesait la réponse. Parce qu'il y a 15 ans, vous m'avez donné 500 dollars et avez dit que c'était un investissement. Vous avez dit qu'un jour je le rembourserais avec de très hauts intérêts. Je suis venu le rembourser. Et quels sont les intérêts? Raymond Cross. Elle a prononcé le nom comme si elle crachait quelque chose de toxique. Vous le voulez mort parce qu'il détruit votre empire. Je le veux mort parce qu'il y a 21 ans, il a ordonné le meurtre de mes parents. L'air s'est épaissi. Callum a regardé Mia et a vu dans ses yeux profonds non pas du chagrin ou des larmes, mais quelque chose de plus froid et plus dur et bien plus dangereux. Une haine cultivée pendant 2 décennies, affûtée en âme. Que voulez-vous de moi? Un partenariat. Vous avez des réseaux, de l'expérience, et toutes les raisons de vouloir faire tomber Cross. J'ai de l'argent, de la technologie et des informations. Seul, vous ne pouvez pas battre Cross pendant que votre empire s'effondre. Seul, je peux le ruiner financièrement, mais je ne peux pas le toucher physiquement. Ensemble, nous pouvons tout prendre. Vous me faites confiance à ce point après 15 ans de séparation? Mia n'a pas souri ni changé d'expression. Je ne fais confiance à personne, Monsieur Ashford. Je ne fais confiance qu'aux intérêts alignés. Et en ce moment, les nôtres correspondent parfaitement.
Elle s'est levée et a retiré sa chaise prête à partir. Cette clé USB est un cadeau. Que vous acceptiez de travailler avec moi ou non, elle est à vous. Considérez-la comme faisant partie de la dette que je rembourse. Elle a atteint la porte, puis s'est arrêtée et l'a regardé. Quant au bracelet, gardez-le. Je n'en ai plus besoin. J'ai quelque chose de bien plus précieux. Quoi? La chance de regarder Raymond Cross tout perdre. Elle est sortie, laissant Callum seul avec la clé USB et le bracelet effiloché. Il l'a ramassé, sentant la corde rugueuse sous ses doigts colleux. Il y a 15 ans, une fille affamée lui avait donné la seule chose qu'elle possédait. Maintenant, une milliardaire lui avait donné ce dont il avait le plus besoin, un chemin de retour. Callum a appelé Mia le lendemain matin, non pas parce qu'il lui faisait confiance, mais parce qu'il n'avait plus d'autre choix. Ils ont convenu de se rencontrer dans un entrepôt abandonné du quartier industriel ouest de la ville. Un endroit sans caméra, sans témoins et personne qui pourrait entendre leur conversation. Mia est arrivée exactement à l'heure, seule, sans garde du corps ni chauffeur. Elle a garé une Tesla noire sur le parking, est sortie vêtue d'un costume gris anthracite et de talons hauts que Callum estimait coûter l'équivalent du salaire mensuel d'un ouvrier d'usine. Elle portait un ordinateur portable mince et un épais dossier. « Avez-vous déjà regardé la clé USB? » a-t-elle demandé, au lieu de le saluer. « Je l'ai fait, » Harrison a confirmé. « Tout est légitime. Ma question est, comment vous avez obtenu ces appels enregistrés? » J'ai placé quelqu'un à l'intérieur du système de télécommunication de Cross il y a 18 mois. Un technicien de la compagnie de téléphone payé assez bien pour oublier ce qu'il faisait. Chaque appel du numéro personnel de Raymond Cross a été enregistré et acheminé vers mes serveurs à Seattle. Callum l'a étudié avec des yeux nouveaux. Non pas de l'admiration, mais d'une recalibration de la dangerosité de la femme en face de lui. Vous suivez Cross depuis 18 mois. Pourquoi? Mia a ouvert son ordinateur portable et a tourné l'écran vers lui. Une vieille photographie est apparue, jaunie par le temps, montrant une famille de 3 personnes, un homme d'âge moyen portant des lunettes, une femme aux longs cheveux noirs et une petite fille de 5 ou 6 ans aux yeux bruns foncés identiques à ceux de Mia maintenant. Thomas et Linda Lawson, a dit Mia, sa voix d'une parfaite stabilité. Mon père était comptable. Il travaillait pour une compagnie maritime du côté sud. Cette compagnie était une façade de blanchiment pour le syndicat Cross. Quand j'avais 6 ans, Cross a exigé que mon père falsifie les livres pour cacher une somme importante issue du trafic d'êtres humains à travers la frontière mexicaine. Mon père a refusé. Elle a cliqué à nouveau et une autre image est apparue, un rapport de police scellé avec les mots « double homicide non résolu » estampillé dans le coin. 2 semaines plus tard, 3 hommes ont fait irruption chez nous à 2h01 du matin. Je me suis caché dans le placard de la chambre de mes parents. À travers la fente de la porte, je les ai regardés attacher mes parents à des chaises et les interroger sur les documents que mon père avait cachés. Quand il a refusé de parler, le chef a sorti une arme et a tiré sur ma mère un premier, juste devant lui. Puis il a tiré sur mon père. Elle a fait une pause et a cliqué une fois de plus. Cette fois, l'écran montrait une photographie en gros plan du poignet d'un homme avec un serpent rouge enroulé tatoué dans la peau. Je me souviens de ce tatouage. Je me souviens de chaque détail sur le poignet de l'homme qui a tué mes parents. 18 ans plus tard, quand j'ai eu assez d'argent et de pouvoir pour enquêter, j'ai appris que c'était la marque de la famille Cross, un tatouage réservé aux membres seniors. Et la seule personne dans l'organisation Cross ayant l'autorité d'ordonner des exécutions à ce moment-là était Raymond Cross. Callum est resté silencieux pendant un long moment, fixant les images à l'écran, puis la femme se tenant en face de lui. Pas de larmes, pas de tremblement, aucune trace visible d'émotion. Seulement le calme froid de quelqu'un qui avait forgé la douleur en âme. « Quel est votre plan ?» a-t-il demandé. Mia a fermé l'ordinateur portable et a ouvert le dossier. Cross organise une vente aux enchères souterraines la semaine prochaine.
Là, il vendra le contrôle des routes maritimes au port de Chicago à d'autres familles mafieuses. C'est la principale source de revenus du syndicat Cross, représentant environ 60% de son revenu annuel. Je connais cette vente aux enchères. Personne n'entre à moins d'être invité. Vous serez invité parce que Derek Shaw sera là en tant que représentant de Cross et il voudra exhiber sa victoire devant vous. Callum a plissé les yeux. Vous voulez que j'aille droit dans la gueule du lion? Je veux que vous y alliez en portant des armes que Cross n'attend pas. Mia a étalé plusieurs documents sur la table. Au cours des 3 derniers mois, j'ai cultivé Travis Shaw. Il n'est pas comme Derek. Il hésite. Il a peur et il sait que Cross ne le laissera pas vivre une fois qu'il aura dépassé son utilité. J'ai la preuve que Cross a déjà ordonné l'élimination des 2 frères Shaw après la saisie d'Ashford Holdings. Travis a vu cette preuve. Il est pris entre les 2 côtés. Vous voulez utiliser Travis comme une carte. Je veux utiliser Travis comme l'homme de l'intérieur. Quand la vente aux enchères commencera, Travis me donnera accès au système de sécurité de Cross. Je diffuserai des enregistrements des crimes de Cross en direct à toutes les familles présentes. En même temps, le FBI recevra tout ce dont il a besoin pour lancer un raid RICO sur la vente aux enchères. Le FBI, a dit Callum brusquement, vous prévoyez d'impliquer les fédéraux là-dedans. Je prévois de mettre fin à Crossman de manière permanente, pas de le tuer et de laisser ses enfants chercher vengeance, mais de détruire son empire entier d'une manière dont il ne pourra pas se remettre. Prison fédérale, saisie d'actifs et disgrâce publique devant tout le monde souterrain. Elle a fermé le dossier et a rencontré le regard de Callum de front. Vous pouvez refuser. Vous pouvez essayer de combattre Cross seul avec ce qu'il vous reste, ou vous pouvez travailler avec moi et tout reprendre. Callum était resté silencieux pendant une longue minute, pesant chaque option, chaque risque, chaque résultat possible. Puis il a tendu sa main. Marché conclu. Mia l'a serré fermement et brièvement. Marché conclu. À partir de maintenant, nous sommes partenaires. Rien de plus et rien de moins. 3 jours après leur accord, Callum et Mia sont apparus ensemble en public pour la première fois lors de la collecte de fonds caritative annuelle organisée par la Chambre de commerce de Chicago à l'Hôtel Peninsula sur Michigan Avenue. Ce n'était pas une coïncidence. Mia avait calculé chaque étape. Sterling Tech était le principal sponsor de la soirée et la vue de sa directrice générale se tenant aux côtés de Callum Ashford et envoyé un message clair à toute l'élite des affaires de Chicago, y compris ceux qui opéraient dans l'ombre. Le syndicat Ashford ne s'effondrait pas. Il avait trouvé un nouvel allié. Callum portait un costume 3 pièces noires. Ah, my baby. Ses cheveux lissés en arrière, la cicatrice sur son visage adoucie sous les lumières dorées chaudes de la cellule de bal. Mia se tenait à ses côtés dans une robe longue noire, à peau nue, ses cheveux cascadant sur un côté, des boucles d'oreilles en diamants scintillant chaque fois qu'elle tournait la tête. Ils ressemblaient à un couple puissant. Pourtant, quiconque y prêtait attention remarquerait qu'il n'y avait aucune intimité entre eux. Pas de mains entrelacées, pas de regard persistant, seulement 2 personnes se tenant côte à côte, comme des lames jumelles dans le même fourreau. Raymond Cross est arrivé à 8 heures, plus tard que la plupart des invités, comme s'il voulait que la salle l'attende. Il avait 55 ans, les cheveux argentés brossés en arrière, vêtu d'un costume gris foncé avec une cravate rouge profonde. Et à ses côtés marchait Natasha Cross, sa seule fille, dans une robe cramoisie moulante qui traçait chaque courbe, son rouge à lèvres assorti au tissu. Natasha avait 28 ans, belle d'une manière séduisante et dangereuse, des cheveux dorés débordant sur ses épaules nues, des yeux verts balayant la pièce comme un prédateur cherchant une proie quand son regard s'est posé sur Callum. Un sourire a courbé ses lèvres. Raymond a aperçu Callum et Mia de l'autre côté de la pièce et n'a montré aucune surprise, se contentant d'incliner la tête dans une salutation moqueuse avant de reprendre sa conversation avec un sénateur voisin. Natasha, cependant, manquait de la patience de son père.
Elle s'est détachée et s'est dirigée droit vers Callum avec la démarche confiante de quelqu'un habitué à ce que les foules s'écartent sur son passage. Callum, a-t-elle ronronné, sa voix douce comme du miel mêlé de poison. Longtemps sans vous voir. J'entends dire que vous avez eu quelques ennuis dernièrement. Quel dommage! Elle a posé sa main sur le bras de Callum avec une intimité délibérée, ignorant complètement Mia à ses côtés. Le problème a été géré, a répondu Callum d'un ton égal alors qu'il se retirait doucement de son contact. Voici Mia Sterling, ma partenaire d'affaires. Natasha a finalement tourné son attention vers Mia, ses yeux verts parcourant de la tête aux pieds dans une évaluation non dissimulée. « Ah, mademoiselle Sterling, j'ai tellement entendu parler de vous, la plus jeune directrice générale reconnue par Forbes l'année dernière. Très impressionnant. Vous semblez sortir de nulle part. » Mia n'a pas changé d'expression. « Je ne suis pas sorti de nulle part. Je n'aime tout simplement pas le spectacle, contrairement à certaines personnes. » Natasha a murmuré avec un doux rire, ses doigts effleurant ses cheveux blonds brillants. « Mais je me demande ce qu'une dirigeante technologique comme vous a en commun avec Callum. Il ne me semble pas être du type informatique. Il aime les résultats. Je livre des résultats. C'est aussi simple que cela. » Natasha a incliné la tête, le sourire toujours en place, bien que ses yeux se soient refroidis de plusieurs degrés. « Vous devriez être prudente, mademoiselle Sterling. Chicago n'est pas la Silicon Valley. Ici, les joueurs qui deviennent trop confiants ont tendance à mal finir. » Mia s'est avancée, réduisant l'espace entre eux à seulement quelques centimètres. Elle n'était pas plus grande que Natasha. Pourtant, la façon dont elle se tenait droite, le menton levé, donnait l'impression qu'elle la regardait de haut. « J'apprécie l'inquiétude, » a dit Mia, son ton léger, mais chaque mot aiguisé comme une lame. « Mais je ne suis pas nouvelle à Chicago. J'ai simplement été ici assez longtemps pour que personne ne me remarque, et les gens qui ne me remarquent pas le regrettent généralement plus tard. » Natasha a cligné des yeux, la première fissure dans sa contenance. Elle a ouvert la bouche pour répondre. Mais Mia s'était déjà détournée, posant légèrement sa main sur le coude de Callum. « Nous avons une réunion avec le conseil dans 10 minutes, » a-t-elle dit comme si Natasha n'existait plus. Callum a hoché la tête et ils sont partis ensemble, laissant Natasha seule au centre de la salle de bal, les poings serrés et les yeux brûlants de haine, tandis qu'elle les regardait partir. De l'autre côté de la pièce, Raymond Cross observait tout d'un regard glacial, une main levant un verre de whisky à ses lèvres, tandis que l'autre frottait inconsciemment son poignet droit, où un tatouage de serpent rouge était caché sous sa manche. Cette nuit-là, Raymond Cross était assis dans le bureau de son manoir de la Gold Coast. La lumière du feu de la cheminée vacillait sur les lignes gravées sur son visage, tandis que Derek Shaw se tenait devant lui avec un verre de whisky qu'il n'osait pas boire sans permission. Quand Cross a lentement fait tournoyer son propre verre et a demandé d'où Mia Sterling venait, Derek a répondu que Sterling Tech Industries était basée à Seattle, fondée 9 ans plus tôt, qu'elle avait commencé comme une petite start-up de cybersécurité, avait obtenu des fonds d'un fonds d'investissement de la côte ouest et était devenue une corporation d'1 milliard de dollars avec un dossier impeccable et aucun scandale. Cross a répondu que toute personne aussi propre était suspecte et lui a ordonné de creuser plus profondément pour savoir qui elle avait été avant de devenir Mia Sterling, seulement pour que Derek se taise, forçant Cross à appeler son chef du renseignement, un agent du FBI à la retraite devenu agent de la pègre, et à exiger tout sur son vrai nom, sa ville natale, sa famille et sa vie avant l'entreprise, même ce qu'elle avait mangé pour son 10e anniversaire. 48 heures plus tard, un épais dossier a atterri sur le bureau de Cross. Quand il a atteint la 5e page, sa main s'est arrêtée alors qu'il lisait à voix haute que Mia Lawson était née en 1999 à Chicago, que son père, Thomas Lawson, était comptable, sa mère, Linda Lawson, femme au foyer, et que tous deux avaient été tués lors d'un vol à main armée en 2005,
L'affaire étant non résolue, Cross est resté immobile en se souvenant du comptable qui avait refusé de falsifier des registres 21 ans plus tôt. L'homme qu'il avait personnellement abattu dans sa chambre, réalisant que la petite fille qui s'était cachée dans le placard avait survécu, était devenu milliardaire et se tenait maintenant devant lui. Natasha est entrée en tenue de nuit, en soie rouge, avec un verre de vin, et a demandé ce qui le tenait d'éveillé et parcouru le dossier, et a conclu que Mia n'était pas seulement la partenaire d'affaires de Callum, mais était venue pour se venger. Cross a dit qu'elle en savait trop, qu'elle avait de l'argent, de la technologie, et maintenant Callum Ashford et la laisser vivre signifiait garder une bombe à retardement dans leur propre maison. Quand Natasha a proposé avec empressement de faire disparaître Mia, il l'a interrompu, lui rappelant que la directrice générale d'une entreprise d'1 milliard de dollars ne pouvait pas disparaître sans que le FBI ne dévaste Chicago. Après un moment de silence, il a souri avec le calme d'un homme qui savait ce qui fonctionnait vraiment et a dit que si Mia voulait le détruire, elle devrait s'approcher. Et quand elle le ferait, il ne la tuerait pas, mais la forcerait à regarder tout ce qu'elle avait construit s'effondrer, en commençant par Callum Ashford. Il s'est ensuite tourné vers Derek et lui a ordonné d'envoyer à Ashford une invitation à la vente aux enchères la semaine suivante sous prétexte de pourparlers de paix, ajoutant qu'il ne voulait pas attirer Callum dans un piège. Il voulait qu'il y entre de lui-même, et une fois qu'il le ferait, il n'en sortirait jamais. Ce que Raymond Cross et Derek Shaw ne savaient pas, c'est que leur carte avait été retournée il y a longtemps. 3 mois plus tôt, quand le plan de trahir Callum était encore confiné à des réunions secrètes dans la cave à vin sous le manoir Cross, Travis Shaw a reçu un message d'un numéro inconnu qui contenait seulement une seule ligne disant « Je sais ce que Cross compte faire à vous et à votre frère après la chute d'Ashford. Rencontrez-moi si vous voulez vivre. » Travis ne l'a pas cru et supprimé le message et a continué sa vie. Mais 2 semaines plus tard, une enveloppe est apparue à l'intérieur de sa voiture. Et à l'intérieur, il y avait un enregistrement audio d'une conversation entre Raymond Cross et un homme dont Travis ne reconnaissait pas la voix. Et dans cet enregistrement, Cross a dit clairement que les garçons Shaw n'étaient que des outils. Qu'une fois Ashford mort, ils en sauraient trop et qu'ils devaient être éliminés sans laisser de traces. Travis a écouté cet enregistrement encore et encore toute la nuit, ses mains tremblant si fort qu'il ne pouvait pas tenir son verre. Parce qu'il avait trahi Callum après que Derek ait promis qu'il deviendrait les dirigeants de Chicago. Parce qu'il avait fait confiance à son frère quand Derek avait dit que Cross tiendrait sa parole. Et maintenant il comprenait la vérité qu'il n'était rien de plus que des pièces jetables sur l'échiquier de quelqu'un d'autre. La première rencontre entre Travis et Mia a eu lieu dans un petit café en périphérie d'Evston où personne ne les a reconnus. Et Mia est arrivée seule, vêtue simplement sans maquillage, sans charme, ressemblant plus à une étudiante qu'à une directrice générale milliardaire, s'est assise en face de Travis, a posé son téléphone sur la table et a joué un autre enregistrement qui était plus long et beaucoup plus détaillé, et exposait chaque étape du plan de Cross pour éliminer les frères Shaw une fois leur travail terminé. Et quand cela s'est terminé, elle lui a dit qu'il avait 2 options. Continuer à croire son frère et Cross et mourir dans les 6 mois, ou travailler avec elle et avoir une chance de vivre. Ce qui a fait que Travis a demandé ce qu'elle voulait de lui d'une voix rauque, et elle a répondu qu'elle voulait des informations, toutes sur les plans, les horaires, les lieux et les participants de Derek et Cross, qu'il continuerait à jouer le frère loyal tout en lui transmettant tout ce qu'il apprendrait. Et quand il a averti que Derek pourrait le découvrir, elle lui a dit qu'il s'assurerait que Derek ne le ferait pas. Parce que s'il glissait, non seulement il mourrait, mais aussi toute chance de le sauver. Travis a fixé la jeune femme pendant longtemps, réalisant qu'elle ne ressemblait à personne qu'il avait rencontré dans la pègre, ni menaçante, ni bruyante, ni violente, juste froide à la manière de quelqu'un qui avait calculé chaque mouvement avant de s'asseoir à table. Et quand il l'a demandé pourquoi elle l'aidait alors qu'elle ne savait même pas qui il était, elle a incliné la tête et a répondu qu'elle savait exactement qui il était.
qu'il était Travis Shaw, 31 ans, élevé à l'orphelinat Saint-Augustin, jusqu'à ce que Callum Ashford le fasse entrer, lui et son frère, dans la famille, qu'il gérait les finances du syndicat d'Ashford et venait d'aider à déplacer 50 millions de dollars hors de l'entreprise sur les ordres de Derrick, qu'il l'avait fait parce qu'il pensait que c'était la seule façon de sortir de l'ombre de Callum et qu'il avait tort, ce qui a fait que Travis a dégluti difficilement et a dit qu'elle en savait trop. À quoi elle a répondu que c'était son travail, puis s'est levée et a laissé un téléphone sur la table et lui a dit qu'il ne pouvait composer qu'un seul numéro et que quand il aurait des informations, il devait l'appeler. Quand il était en danger, il devait l'appeler. Et quand ce serait fini, il aurait une chance de recommencer. Non pas comme un traître, mais comme quelqu'un qui avait choisi le bon côté. Et comme elle atteignait la porte, elle s'est retournée une fois de plus et l'a averti de ne pas penser à la trahir. Parce que s'il le faisait, elle ne le tuerait pas. Elle enverrait l'enregistrement à Derrick et laisserait son frère s'en occuper. Et Travis savait exactement ce que Derrick faisait au traître parce qu'il l'avait vu de nombreuses fois. Jamais rapidement, jamais proprement et jamais en épargnant le sang. À partir de cette nuit-là, Travis Shaw est devenu les yeux et les oreilles de Mia Sterling à l'intérieur du territoire ennemi. Et chaque réunion entre Derrick et Cross, chaque plan discuté, chaque nom prononcé lui était rapporté dans les 24 heures, tandis que Derrick ne soupçonnait rien parce qu'il était trop consumé par l'ambition pour remarquer que son frère avait choisi un autre chemin. Et quand l'invitation à la vente aux enchères a finalement été envoyée à Callum Ashford, Travis a été le premier à dire à Mia que c'était un piège. L'appel est arrivé à 23 heures, 2 jours avant la vente aux enchères. La voix de Harrison Webb était paniquée alors qu'il disait qu'il avait été kidnappé et était détenu dans un vieil entrepôt à Navy Pier. Il a averti qu'il voulait que Callum vienne seul sans armes et sans escorte ou il le tuerait. Callum savait que cela pouvait être un piège. Mia l'avait déjà averti à propos de l'invitation à la vente aux enchères, et Harrison étant enlevé juste avant un moment aussi critique ne pouvait pas être une coïncidence. Mais Harrison avait travaillé pour la famille Ashford pendant 20 ans, à l'époque où le père de Callum était encore en vie. Et s'il y avait ne serait-ce qu'une chance de 1% que l'homme soit vraiment en danger, Callum ne pouvait pas l'abandonner. Il a appelé Mia avant de partir et lui a dit qu'il devait y aller. Elle a répondu que c'était un piège et qu'il le savait. Il a répondu qu'il le savait, mais si Harrison mourait parce qu'il ne s'était pas montré, il ne se pardonnerait jamais. Il y a eu un long silence sur la ligne avant que Mia ne dise qu'elle aurait des gens à proximité et interviendrait si elle n'avait pas de ses nouvelles dans l'heure. Callum lui a dit de ne pas le faire parce que s'il voyait ces gens, Harrison mourrait. Quand elle a demandé ce qui se passerait s'il mourait, il n'a pas répondu. Il a raccroché, a sorti la voiture de location de l'appartement temporaire où il logeait et s'est dirigé vers Navy Pier. Les quais étaient déserts la nuit, avec seulement les vagues claquant contre le mur de la mer et la faible lueur jaune des lampadaires vieillissants. L'entrepôt mentionné par Harrison se trouvait à l'extrémité de la jetée, une longue dalle de béton gris abandonnée avec des portes en acier rouillées et des murs fissurés. Callum est entré sans armes, comme demandé. L'obscurité l'a englouti, à l'exception d'une seule ampoule pendante qui projetait une petite flaque de lumière. Debout dans cette flaque se trouvait Derrick Shaw, portant le sourire que Callum avait voulu écraser pendant 15 ans. Il l'a salué avec une politesse moqueuse et l'a remercié d'être arrivé à l'heure. Callum a exigé de savoir où était Harrison. Derrick a ri et a dit que Harrison était chez lui endormi dans son appartement de luxe et n'avait jamais été kidnappé du tout, que ce n'était qu'un faux appel rendu possible par la technologie moderne. Plus d'une douzaine d'hommes ont émergé des ombres, tenant des barres métalliques et des bâtons. Travis se tenait dans un coin éloigné, pâle et fixant le sol. Avant que Callum ne puisse réagir, le premier coup l'a frappé à l'arrière de la tête et l'a fait s'effondrer. Une tempête de coups a suivi à son dos, ses côtes, ses jambes et ses bras. Il s'est relevé et a fait tomber 2 hommes, mais 4 autres se sont jetés sur lui.
Derrick s'est avancé avec une batte en aluminium et l'a brisé sur le genou de Callum avec un craquement sec. Callum a grogné de douleur, mais n'a pas crié car il ne leur donnerait pas cette satisfaction. Derrick lui a donné un coup de pied dans l'estomac et a dit qu'il avait attendu 15 ans pour ça. 15 ans à être le chien de Callum, à l'appeler patron et grand frère et leader, se demandant s'il avait jamais été vraiment traité comme un homme ou juste un autre outil. Callum a craché du sang sur le béton et a dit qu'il avait sauvé la vie de Derrick et lui avait tout donné. Derrick a crié que Callum lui avait donné des miettes dont il n'avait pas besoin et jamais le respect qu'il voulait. Le regardant toujours comme le garçon orphelin au lieu d'un égal, il s'est agenouillé, a attrapé les cheveux de Callum et a forcé sa tête à se relever pour lui annoncer la nouvelle qu'Eleanor Ashford était morte la nuit précédente au Northwestern Memorial. Le monde s'est figé autour de Callum. Derrick a expliqué en se moquant qu'elle avait eu besoin d'une chirurgie d'urgence, mais aucun médecin de Chicago n'osait la toucher parce que Cross avait ordonné que quiconque le ferait disparaîtrait avec sa famille. Il a ricané que ce n'était pourquoi personne n'avait accepté l'argent offert par Callum. Callum a grogné qu'il le tuerait d'une voix non plus humaine mais l'animal. Derrick a répondu qu'il ne tuerait plus personne et lui a donné un coup de pied au visage. Il a dit que Callum serait laissé là jusqu'à ce que la vente aux enchères soit terminée et ensuite Cross déciderait de le tuer ou de le garder en vie comme avertissement. Il a ordonné à ses hommes de l'attacher et de le garder attentivement parce que quiconque le laisserait s'échapper mourrait. Derrick est sorti avec Travis le suivant silencieusement, sans oser rencontrer les yeux de Callum. Les portes d'acier se sont claquées derrière eux. Callum gisait étendu sur le béton gelé, le sang coulant de son front dans ses yeux et des côtes cassées hurlant chaque fois qu'il respirait. Rien de tout cela ne se comparait à ce qui le déchirait à l'intérieur. Sa mère était morte. Elle est morte seule dans un lit d'hôpital sans lui, attendant une chirurgie qui n'est jamais venue. Il n'avait même pas été autorisé à dire au revoir. Les heures qui ont suivi se sont estompées dans un cauchemar sans fin. Callum gisait sur le béton gelé, ses mains attachées derrière son dos avec du fil d'acier. Le sang de la blessure sur son front avait séché en une croûte dure. 2 gardes étaient assis dans le coin éloigné, fumant et jouant aux cartes, le regardant de temps en temps comme s'il regardait un animal dont la colonne vertébrale était déjà brisée. À travers une fenêtre brisée en hauteur, Callum pouvait voir un coin du ciel nocturne de Chicago. Quelques étoiles faibles luttant contre la pollution lumineuse de la ville, et il fixait cette parcelle d'obscurité sans cligner ni bouger, comme un cadavre qui respirait encore. Sa mère était morte. Les mots de Derrick résonnaient dans son crâne comme des cloches funèbres, répétant encore et encore. Et Eleanor Ashford, la femme qui l'avait élevée seule après l'assassinat de son père. Qui lui avait appris à tenir un couteau et une fourchette avant de lui apprendre à tenir une arme? Qui avait pleuré quand il avait tué pour la première fois et l'avait quand même serré dans ses bras en lui disant qu'elle l'aimait? Qui avait attendu 70 ans pour voir son fils heureux? Était morte seule dans une chambre d'hôpital stérile, avec des tubes et des moniteurs au lieu de l'étreinte de son fils. Elle avait attendu une chirurgie que personne n'osait pratiquer à cause d'une menace de l'ennemi de son enfant. Elle avait fermé les yeux sans Callum là pour lui dire au revoir, et il ne savait même pas à quoi elle avait pensé dans ces derniers moments. S'était-elle demandé pourquoi il n'était pas venu? S'était-elle sentie abandonnée? Était-elle morte déçue du seul fils qu'elle avait sacrifié toute sa vie pour élever? Callum voulait pleurer. Il voulait crier, se cogner la tête contre le mur, tuer tout le monde dans l'entrepôt à main nue, puis traquer Derrick et Cross et les déchirer morceau par morceau. Mais rien n'est venu. Pas de larmes, pas de cris, pas de fureur, seulement le vide, comme un trou noir qui avait tout englouti en lui et n'avait laissé qu'un vide sans fin. Peut-être était-ce ainsi qu'un homme mourait tout en étant encore en vie. Il s'est souvenu de la dernière fois qu'il avait vu sa mère 3 semaines plus tôt, quand elle avait encore assez de force pour le gronder d'avoir sauté des repas, lui disant qu'il était trop maigre tandis que sa main tremblante tenait la sienne.
et elle l'avait averti de prendre soin de lui car elle ne serait pas toujours là pour veiller sur lui. Et il avait promis, lui avait embrassé le front et avait dit qu'il reviendrait le lendemain, mais ce lendemain n'est jamais venu parce que l'entreprise s'est effondrée dans la crise. Les travailleurs se sont révoltés. Derrick et Travis l'ont trahi. Et tout l'a éloigné de la femme la plus importante de sa vie. Et maintenant, elle était partie et il devrait vivre avec la connaissance qu'il n'avait pas été là quand elle avait le plus besoin de lui. Dans l'obscurité de l'entrepôt, Callum Ashford, l'homme appelé le faucheur de Chicago, qui avait fait trembler la ville pendant 17 ans, gisait immobile comme un enfant abandonné. Il ne lui restait rien. Pas d'empire, pas de fortune, pas de mère, personne. Seulement un bracelet en corde tressé dans la poche de sa veste et une promesse de la femme qu'il avait rencontrée dans une ruelle sombre 15 ans plus tôt. « Mia », a-t-il murmuré dans l'ombre, sa voix rauque de sang et de soif. Ce n'était pas un appel au secours. C'était simplement le seul nom qui signifiait encore quelque chose dans les cendres de sa vie. À 4 heures du matin, alors que l'obscurité recouvrait encore Navy Pier, le premier coup de feu a claqué à l'extérieur de l'entrepôt. Les deux gardes se sont redressés et ont saisi leurs armes. Mais avant qu'ils ne puissent réagir, les portes d'acier rouillées ont été ouvertes d'un coup de pied de l'extérieur. Mia Sterling a fait irruption, non plus seule comme elle l'avait été lorsqu'elle avait rencontré Callum pour la première fois, mais flanquée d'une escouade de 12 hommes vêtus de noir avec des mitraillettes à la main, se déplaçant avec la précision des forces spéciales. Les gardes sont tombés en moins de 3 secondes, non pas morts, mais touchés aux jambes et aux épaules, estropiés sans être tués. Mia ne voulait pas de cadavres. Elle voulait des témoins. Elle s'est précipitée vers Callum, s'est agenouillée à ses côtés et a coupé le fil d'acier, liant ses poignets en disant qu'elle était venue comme elle l'avait promis. Sa voix était toujours froide, mais ses mains tremblaient légèrement alors qu'elles effleuraient la coupure sur son front. Callum l'a regardée avec des yeux gris ternes obscurcis par la perte de sang et la douleur et a murmuré que sa mère était partie. Elle a seulement répondu qu'elle savait. Elle n'a rien dit de plus parce qu'elle était assez intelligente pour comprendre qu'il n'y avait pas de mots pour ce genre de blessure, seulement des actions. Elle l'a aidé à s'asseoir, l'a laissé s'appuyer contre son épaule et a fait signe pour une civière. Juste à ce moment-là, des pneus ont crissé à l'extérieur et des phares ont jailli à travers l'entrée brisée. Derek Shaw est sorti avec 5 hommes armés, son visage se vidant quand il a vu la scène à l'intérieur. Mia s'est avancée sous les lumières jaunes du quai et a appelé son nom avant de sortir une petite enceinte Bluetooth, de synchroniser son téléphone et d'appuyer sur lecture. La voix de Raymond Cross a résonné sur le quai, disant que les frères Shaw n'étaient que des outils et seraient éliminés une fois Ashford fini. Derek a gelé comme s'il avait vu un fantôme et a balbutié que c'était faux. Mia a joué l'enregistrement suivant. La voix de Natasha Cross a promis de tirer elle-même sur Derrick après la vente aux enchères comme cadeau à son père. Cela a été suivi par Cross déclarant calmement qu'il s'occuperait de Travis et les ferait disparaître en même temps. Silence a englouti le quai alors que Derrick se tenait pâle et tremblant. 15 ans de trahison s'effondrant en un seul instant, tandis que ces hommes échangeaient des regards incertains comme des joueurs réalisant qu'ils avaient misé sur un cheval mourant. Derrick a insisté que Cross lui avait tout promis. Une autre voix a coupé par derrière lui. Travis Shaw est sorti des ombres avec un pistolet chargé. S'étant séparés pendant l'assaut, Derrick s'est retourné sous le choc. Travis a regardé en arrière avec des yeux cernés de rouge, pleins de mois de peur secrète et de culpabilité, et l'a accusé d'avoir laissé Eleanor Ashford mourir après qu'elle ait été la seule personne qui les avait jamais traités gentiment à l'orphelinat. Derek a essayé de le nier. Travis a crié qu'il savait ce que Cross ferait et avait choisi de regarder, qu'il avait vendu leurs âmes pour le pouvoir. Derek a levé les mains et a plaidé qu'ils étaient frères. Un seul coup de feu a retenti et a traversé son épaule droite, le faisant tomber sur le béton. Travis se tenait tremblant, le pistolet toujours levé.
Il n'a rien dit parce que la balle avait tout dit. Mia a fait signe à son équipe d'intervenir et a menotté Derrick et les hommes restants. Elle s'est ensuite retournée vers Callum alors qu'il était soulevé sur la civière et lui a dit que c'était fini. Callum a rencontré son regard, puis a regardé Travis se tenant seul sur le quai, avec son arme pendue à son côté et ses épaules tremblantes de sanglots silencieux, et a répondu d'une voix rauque que ce n'était pas encore fini parce que Cross était toujours en vie. La vente aux enchères de Raymond Cross s'est déroulée exactement comme prévu dans un entrepôt converti en une somptueuse salle dans le South Loop 2 jours après la nuit à Navy Pier. Cross ignorait que Derrick avait été capturé et croyait que son sous-patron ne gérait que quelques problèmes mineurs et arriverait en retard. Il ignorait également que Travis Shaw, l'homme qu'il avait l'intention de tuer après la vente aux enchères, avait déjà remis à Maya Sterling tous les codes d'accès au système de sécurité du lieu. La salle était décorée comme un gala de charité d'élite avec des lustres en cristal, des tables drapées de blanc, du Dom Pérignon coulant à flot et des tableaux abstraits valant des millions accrochés au mur. Pourtant, les invités n'étaient pas des philanthropes ou des artistes. C'étaient des émissaires de 12 des familles criminelles les plus puissantes du Midwest, de Detroit à St. Louis et de Milwaukee à Indianapolis, réunis pour acheter le contrôle des routes du port de Chicago, l'artère criminelle la plus riche de la région. Raymond Cross se tenait sur la scène dans un costume gris foncé avec une confiance satisfaite, tandis que Natasha traînait à ses côtés dans une robe noire moulante, ses yeux verts balayant la pièce comme un faucon choisissant sa proie. Il parlait d'Unifier Chicago sous sa bannière, et des applaudissements dispersés suivaient de la part d'hommes venus pour le profit plutôt que la loyauté. Puis les portes principales se sont ouvertes et Callum Ashford est entré, boitant d'un genou non guéri, des ecchymoses encore sombres sur son visage et un bras dans le plâtre, tandis que ses yeux gris restaient glacials. Mia marchait à ses côtés dans un costume noir parfaitement taillé, ses cheveux bien attachés et chaque pas mesuré. Cross s'est figé alors que son sourire disparaissait et a demandé comment Callum était entré. Callum a répondu froidement que la porte était ouverte et que son garde semblait occupé. Chaque écran dans le hall s'est allumé, non pas avec l'emblème du syndicat Cross, mais avec des images de Cross dans son bureau, complotant au téléphone pour prendre de l'argent de Detroit et plus tard augmenter les prix de 5 fois avant d'étrangler l'approvisionnement. Le représentant de Marino est sauté de fureur. Un autre clip a suivi, montrant Cross menaçant un juge fédéral d'écraser la famille Kowalski ou d'être exposé. Des armes ont commencé à apparaître sous les vestes, alors que vidéo après vidéo déversait ses trahisons et double jeu. Le chaos a éclaté. Cross a essayé de reprendre le contrôle via le microphone, mais Mia l'a coupé sans un. Elle l'a accusé d'avoir assassiné ses parents 21 ans plus tôt pour avoir refusé de blanchir de l'argent, d'avoir ordonné aux médecins de refuser la chirurgie à Eleanor Ashford et de planifier de tuer les 2 frères Shaw une fois qu'ils ne seraient plus utiles. Elle s'est avancée à quelques mètres de lui et s'est nommée Maya Lawson, racontant la nuit où elle l'avait regardé tirer sur ses parents à travers une porte de placard et le tatouage de serpent rouge sur son poignet. Cross a reculé, la peur faisant enfin surface, et a insisté qu'il n'avait pas de preuves. À ce moment-là, toutes les entrées ont éclaté et des dizaines d'agents du FBI en gilet pare-balles ont inondé le hall, criant à personne de bouger. Mia lui a dit calmement qu'elle avait tout envoyé au bureau ce matin-là. Des milliards d'enregistrements et des montagnes de dossiers financiers documentant le trafic, le blanchiment, le meurtre et le racket. Assez pour des accusations RICO pour l'enterrer pour toujours. Cross a été plaqué et menotté. Natasha a hurlé et s'est débattue. Derrick a été traîné depuis une porte arrière avec son épaule bandée et la haine brûlante dans ses yeux. Callum se tenait au milieu du tumulte, regardant l'homme qui avait détruit sa vie être traîné à travers le sol, sans triomphe ni soulagement, seulement une immobilité creuse. Mia s'est placée à ses côtés sans parler,
Épaule contre épaule, une promesse silencieuse qu'il n'était plus seul. La pluie est tombée tout au long des funérailles, comme si le ciel de Chicago lui-même pleurait, à Eleanor Ashford. Le cimetière de Graceland était silencieux cet après-midi-là. Seul un petit groupe de personnes s'était rassemblé autour de la tombe fraîchement creusée. Des parapluies noirs ne parvenaient pas à arrêter les nappes d'eau battantes. Callum se tenait à côté du cercueil, son costume noir trempé parce qu'il ne s'était pas préoccupé d'un parapluie, laissant la pluie frapper son visage, ses épaules, ses blessures encore en guérison. Il a regardé le cercueil en chaîne descendre pouce par pouce, emportant la femme qui lui avait donné la vie, l'avait élevé et l'avait aimé sans condition pendant 37 ans. Il n'a pas pleuré. Ses larmes s'étaient taries la nuit dans l'entrepôt de Navy Pier, quand il avait gisant sur le béton froid, et avait réalisé qu'il avait tout perdu. Maintenant, il n'y avait que le vide, un creux illimité où son cœur avait autrefois battu. Mia se tenait à ses côtés sans le toucher ni parler. Simplement en étant là, elle tenait un parapluie noir mais l'inclinait plus vers Callum que vers elle-même, laissant une épaule de son manteau s'imprégner. Elle ne le regardait pas, n'essayait pas de le réconforter, n'offrait pas de phrases creuses sur le fait qu'elle était dans un meilleur endroit ou que le temps guérit toutes les blessures. Elle se tenait juste là, aussi stable qu'un repère dans la tempête, lui faisant savoir que même si le monde s'effondrait, il y avait encore une personne qui ne partirait pas. Harrison Webb attendait derrière eux, la tête inclinée. Theo Beckett, fraîchement sorti de l'hôpital après 3 semaines de coma, était assis dans un fauteuil roulant avec des bandages autour de son crâne et les yeux rougis. Travis Shaw traînait au bord éloigné du groupe, n'osant pas s'approcher, ses épaules tremblant de sanglots ou de froid, probablement les deux. Il savait qu'il ne méritait pas d'être là, mais il était venu quand même parce que Eleanor Ashford était la seule femme qu'il avait jamais traitée comme un fils, et il avait besoin de dire au revoir, même si personne ne voulait l'entendre. Le prêtre a terminé les dernières prières, et le cercueil a touché le fond de la tombe avec un bruit sourd et étouffé, englouti par la pluie. Un par un, les gens ont jeté des poignées de terre mouillées et se sont éloignés jusqu'à ce que seul Callum et Mia restent à côté de la tombe. La pluie continuait de tomber. L'obscurité s'est glissée. Ils sont restés 2 silhouettes sombres dans un cimetière gris, ne disant rien. Enfin, quand la nuit s'est pleinement installée, Mia a tendu sa main, non pas pour saisir la sienne, juste pour la laisser là dans l'espace entre eux, comme une invitation. Callum l'a étudiée pendant un long moment, puis a lentement placé la sienne par-dessus. Froide, humide, réelle. Ils se sont retournés et sont sortis du cimetière, laissant Eleanor Ashford reposer sous le sol de Chicago, où elle attendrait le jour où son fils se retrouverait enfin. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit à la salle South Loop. Raymond Cross et Derek Shaw étaient détenus au Metropolitan Correctional Center à Chicago, en attente de procès pour plus de 70 accusations RICO allant du racket interétatique au meurtre au premier degré. Leurs avocats m'ont dit que les procédures pourraient s'étirer sur 2 ans. Mais tout le monde connaissait déjà la fin. Ni l'un ni l'autre homme ne verrait plus jamais la lumière du soleil au-delà des barreaux d'acier. Natasha Cross avait versé 5 millions de dollars de caution et avait disparu de Chicago presque immédiatement après. On murmurait qu'elle se cachait quelque part en Europe sous un alias, un oiseau aux ailes brisées. Le syndicat Ashford est sorti des cendres. Non plus l'empire de l'ombre qu'il était autrefois, mais de plus en plus concentré sur des entreprises légitimes. Avec l'investissement de Sterling Tech, Callum a racheté les actifs qu'il avait vendus et a reconstruit Ashford Holdings en un conglomérat diversifié couvrant l'immobilier, la logistique et la technologie de sécurité. Il y avait encore des opérations dans l'obscurité et des accords qui ne pouvaient pas faire face à la lumière du jour. Mais Callum avait appris le coup de faire confiance aux mauvaises personnes et de concentrer trop de pouvoir entre les mains d'un autre homme. Theo Beckett a fait une récupération complète après 6 mois de physiothérapie
et est revenu en tant que conseiller le plus fiable de Callum. Harrison Webb a été promu directeur général d'Ashford Holdings, supervisant chaque branche légale de la corporation. Quant à Travis Shaw, il est venu voir Callum un après-midi pluvieux, s'est agenouillé dans le bureau nouvellement réaménagé au 40e étage de la tour Ashford et a dit qu'il voulait la rédemption. Callum ne lui a pas pardonné. Le pardon était un luxe qu'il ne pouvait plus se permettre, mais il a donné à Travis une chance sous des conditions si dures qu'elle frôlait la cruauté. Travis travaillerait du plus bas échelon sans salaire pendant sa première année. Chaque mouvement financier serait surveillé et tout indice de déloyauté n'aurait pas de deuxième avertissement. Travis a tout accepté sans protester, sachant qu'il recevait bien plus que ce qu'il méritait. Mia n'a pas quitté Chicago. Sterling Tech a ouvert un bureau de branche dans la tour Ashford et elle y passait la plupart de son temps au lieu de Seattle. Ils ne vivaient pas ensemble, ne publiaient aucune relation, ne définissaient même pas ce qu'ils étaient. Elle venait à son bureau chaque matin pour examiner les projets conjoints. Ils déjeunaient en silence, et parfois tard la nuit, quand aucun d'eux ne pouvait dormir, ils s'asseyaient sur le balcon du nouveau penthouse de Callum et regardaient la ville sans parler. Un soir, après avoir conclu un accord majeur qui a officiellement propulsé Ashford Holdings au-delà de ses revenus d'avant-crise, Callum s'est tenu à la fenêtre et a parlé sans se retourner, lui disant qu'elle n'avait pas besoin de rester parce que son entreprise et sa vie étaient à Seattle. Mia se tenait à quelques pas derrière lui, tenant un verre de vin qu'elle n'avait pas touché, et a dit qu'elle savait. Il a demandé pourquoi elle était toujours là. Le silence s'est étiré entre eux jusqu'à ce que Callum se tourne enfin pour lui faire face et dise un seul mot. « Reste ». Ce n'était pas une question ni un ordre, juste une syllabe directe, portant tout ce qu'il ne pouvait pas mettre en phrase. Mia a rencontré son regard, ses yeux bruns foncés sans ciller, son expression aussi illisible que jamais. Puis elle a posé son verre, s'est rapprochée et s'est arrêtée à un seul pas. Je ne vais nulle part. Pas de baiser, pas d'étreinte, pas de déclaration ou de promesse. Juste deux personnes se faisant face dans un bureau assombri, avec tout Chicago scintillant en dessous. Et la compréhension partagée que parfois rester était la seule façon pour des gens comme eux de dire aimer. 2 ans après la nuit, Callum a dit « Reste ». Et Mia a répondu qu'elle n'allait nulle part. Chicago était toujours Chicago. Les gratte-ciels scintillaient de lumière. Les klaxons de voitures résonnaient des rues en contrebas. Un vent froid soufflait du lac Michigan à travers de larges avenues. Pourtant, au 60e étage de la tour Ashford, à l'intérieur d'un penthouse surplombant toute la ville, les choses avaient changé d'une manière que personne n'aurait pu prédire. Callum se tenait près de la vitre avec un whisky tiédi dans sa main parce qu'il l'avait tenu trop longtemps sans boire. Son regard a dérivé vers l'horizon où le ciel nocturne rencontrait la lueur de la ville. 39 ans maintenant. La cicatrice sur son visage s'était estompée. Quelques fils d'argent touchaient ses tempes et ses yeux gris n'étaient plus glaciaux. Ils étaient toujours vifs et vigilants, mais adoucis par quelque chose de gardé et de stable, comme une flamme à l'abri du vent. Mia a émergé de la chambre, ses cheveux noirs lâches sur ses épaules, au lieu d'être serrés comme ils l'avaient été à leur début. Elle portait une des chemises blanches de Callum bien trop grande pour elle, les manches retroussées jusqu'au coude. Elle s'est placée à ses côtés sans un mot et a partagé la vue de la ville qu'ils avaient failli mourir à protéger et conquérir. Callum a jeté un coup d'œil à sa main gauche quand elle a soulevé son verre et a pris une petite gorgée. À son annulaire, le bracelet en corde tressé d'il y a des années avait été raccourci et remodelé en une simple bague. Les fibres estompées par le temps, mais fermes comme la promesse qu'il portait. Pas de diamant, pas d'or, juste la corde qu'une fille de 12 ans avait une fois donnée à un tueur de 22 ans dans une ruelle sombre 17 ans plus tôt. Il n'y avait pas eu de grand mariage, pas de communiqué de presse, pas de fête ni d'invités, seulement un après-midi à un bureau de notaire de banlieue,
2 signatures sur papier et une bague faite du dernier souvenir que Mia avait de sa mère. Elle n'avait besoin de rien de plus et Callum avait compris sans demander. Travis a appelé. Mia a dit doucement, « Les contrats de Detroit sont faits. » Pas de problème. Callum a hoché la tête. Parce qu'en 2 ans, Travis avait travaillé sans relâche pour rembourser ce qu'il avait détruit. Il ne serait jamais entièrement pardonné. Mais il avait prouvé que les gens pouvaient changer s'ils en avaient la chance et le voulaient vraiment. Mia a dit Callum sans se retourner. Merci. Elle n'a pas demandé pourquoi parce qu'elle savait. Merci d'être revenu, d'être resté, de ne pas être parti quand le monde l'avait fait, d'être la lumière dans la période la plus sombre de sa vie. Elle n'a pas répondu avec des mots. Elle a seulement posé sa tête contre son épaule dans un petit geste qu'elle n'aurait jamais fait autrefois. Et ils se sont tenus ensemble en silence. 2 personnes nées de l'ombre qui avaient trouvé la lumière l'une de l'autre. En dessous d'eux, Chicago continuait de vivre et de respirer, pleine de gens combattant leur propre destin. Et à ce 60e étage, 2 survivants qui avaient tout perdu prouvaient que parfois des cendres, quelque chose de plus beau pouvait croître. L'histoire de Callum Ashford et Mia Lawson s'est terminée ici, mais la leçon est restée longtemps après. La vie n'est pas toujours juste, et parfois les bons endurent le pire. Ce qui compte, c'est comment nous nous relevons après être tombés. Comment nous traitons les autres, même en souffrant. Et comment nous tenons nos promesses, même quand elles coûtent tout. Un petit acte de gentillesse, comme 500 $ à une fille affamée dans une ruelle sombre, peut revenir et sauver une vie entière 15 ans plus tard. Ce que vous semez est ce que vous récoltez. Et cette loi ne plie jamais. Si cette histoire a touché votre cœur, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer les mises en ligne quotidiennes. Cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo avec les gens que vous aimez pour qu'ils puissent aussi entendre des histoires comme celle-ci. Dites-nous ce que vous avez ressenti à propos de Callum et Mia. Si cela vous a rappelé quelque chose dans votre propre vie, quelqu'un qui vous a aidé quand vous étiez au plus bas, ou un moment où vous avez aidé quelqu'un sans rien attendre en retour, laissez vos pensées dans les commentaires ci-dessous, car nous voulons toujours entendre ce qu'il y a de plus profond dans vos cœurs. Merci sincèrement de rester avec nous jusqu'à la fin. Nous souhaitons à tous ceux qui regardent une bonne santé, une vie joyeuse et des jours remplis de paix et de bonheur. Au revoir et nous nous verrons dans la prochaine